Ok, bon bah bonsoir à tous. On va entamer cette dernière conférence du cycle de printemps de l'association FIDEAS, l'association des étudiants en philosophie à l'Université de Genève. Et on a la chance ce soir d'avoir avec nous Isabelle Pariante, qui va nous faire une conférence intitulée «Qu'exige de nous la situation?» dans laquelle nous allons questionner la valeur morale d'une action. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, mais je remercie très chaleureusement l'invitation enfin le Phileas qui m'a fait l'honneur et l'amitié de m'inviter à faire cette conférence que je suis très contente de présenter parce que c'est vraiment sur voilà l'état actuel de ma recherche et je suis très contente de pouvoir mettre cela en discussion entre nous. Donc voilà, je suis ouverte à toutes les critiques, remarques. Ça m'intéresse énormément d'avoir vos réactions. Alors, sur une question qui est donc de savoir ce qu'exige de nous. Oui, bien sûr. Il faut que j'admette, voilà. Enfin, merci beaucoup. Non, non, merci. N'hésitez pas à me faire signe parce que quand on est focalisé sur son texte, on a du mal à voir ce qui se passe. Voilà, donc la question sur laquelle je me concentrerai aujourd'hui, c'est la question de savoir ce qu'exige de nous la situation, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut considérer qu'il y a dans la situation dans laquelle nous nous trouvons une sollicitation à réagir d'une certaine manière. Alors, sachant qu'évidemment, le problème que ça va me poser, c'est le problème de déterminer si toute action est une réaction ou et jusqu'à quel point, en fait, l'action n'est qu'une réaction. Alors, pour traiter de cette question-là, je prendrai donc appui sur le concept de valeur intrinsèque, qui est un concept qui a été, enfin, a fait l'objet de violentes critiques dans l'histoire de la philosophie. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, en particulier avec la critique que Hobbes fait de la valeur intrinsèque. Et ce que j'essaierai de montrer dans... Merci. Je n'arrive pas à faire défiler. Ah, ça défile pas. Pardon, j'ai un petit problème de défilement du PowerPoint. Pourtant, c'est bien ces flèches-là, je me trompe pas. Alors, quand il va se débloquer, il va faire partir six slides d'un seul coup, j'imagine. C'est toujours comme ça. Ah, voilà, normalement, ça fonctionne. D'accord, merci. Ok, ça y est, j'y suis. Bien. Donc, en fait, l'hypothèse que je voudrais travailler avec vous, c'est la question de savoir, en fait, dans quelle mesure le concept de valeur intrinsèque, donc qui a fait l'objet de critiques sur lesquelles on reviendra, permet de clarifier un certain nombre de problèmes. En fait, c'est vraiment une question, je dirais, d'argumentation qui m'intéresse, d'argumentation philosophique et de voir si on a des raisons ou pas d'admettre le concept de valeur intrinsèque dans le débat sur la valeur. Bon, sachant que de toute façon, j'ai pas l'ambition de prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas de valeur intrinsèque, mais ce que je voudrais simplement montrer, c'est que si on admet le concept de valeur intrinsèque, on arrive à des effets de clarification sur certains problèmes qu'on a plus de mal à clarifier si on l'admet pas, en fait. Voilà, donc c'est un argument vraiment sur, je dirais, l'économie des arguments philosophiques, l'usage des arguments philosophiques, mais je n'aurai pas de preuves décisives, expérimentales, totalement convaincantes, évidemment, qu'il existe quelque chose comme la valeur intrinsèque. Alors, par contre, ce que on pourra souligner, j'y reviendrai en fait dans une boucle à la fin de mon exposé, c'est que si on fait l'hypothèse qu'il existe quelque chose comme de la valeur intrinsèque, c'est-à-dire une valeur qui serait celle de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ou une valeur qui serait celle de l'action que nous allons faire, évidemment, il faudra s'interroger sur le problème de savoir quels sont les porteurs de valeur. Eh bien, on pourra proposer, si on fait l'hypothèse de la valeur intrinsèque, une hypothèse concernant l'action qui l'amène à s'ajuster aux situations et qui fait de l'action une réaction d'ajustement aux situations dans lesquelles nous nous trouvons.
Bon, voilà, par exemple, si je découvre dans le monde la valeur intrinsèque de, par exemple, telle espèce qu'il faudrait protéger et que je décide d'accorder de la valeur intrinsèque par exemple, à la diversité, alors c'est peut-être pas une décision, je l'ai mal dit, mais enfin, si on accorde de la valeur intrinsèque, par exemple, à la diversité biologique, ça veut dire que on a une réaction d'ajustement à faire qui est de produire des actions qui, en réaction, vont protéger la diversité ou s'opposer à tout ce qui pourra mettre en danger la diversité. Mais donc, ça mène à une conception de l'action comme réaction qui a une conséquence sur la manière dont on peut concevoir la causalité, puisque la causalité de l'agent, son action effective dans le monde, son agentivité, devient un guidage des causalités et non plus une initiative. Donc en fait, on aura deux modèles qui vont entrer en concurrence et dont on pourra simplement comparer l'efficacité et l'efficience, soit on souligne que l'action résulte d'une décision et elle est initiative, mais comment alors s'articule-t-elle aux situations? Soit on souligne que l'action est une réaction à des situations qu'elle protège ou auxquelles elle s'oppose, et alors à ce moment-là, l'activité de l'agent devient plus un guidage des causalités à l'intérieur à l'intérieur du monde, que à proprement parler une initiative. Bien, alors juste avant d'entrer dans cette analyse de la valeur intrinsèque, je voudrais souligner un point, c'est que euh, la valeur intrinsèque nous amènera, enfin l'hypothèse de la valeur intrinsèque nous amènera à considérer l'hypothèse de la responsabilité propositionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par responsabilité propositionnelle? C'est une proposition de Zabzewski en 2001 qui propose d'appeler propositionnelle la responsabilité qui explicite de quoi on est responsable dans une situation donnée. Bon, alors en fait, tout simplement, la ligne de partage ici, c'est une discussion avec l'idée scanlonienne de la responsabilité comme au fondement en fait de tout agir moral. Mais il y a un type de responsabilité, alors qu'on ne peut pas expliciter de manière propositionnelle, qui est par exemple la responsabilité qu'on accepte quand on accepte de s'occuper d'un enfant ou quand on accepte de s'occuper d'un malade. On ne sait pas du tout à quoi nous engage d'accepter de nous occuper d'un enfant et on découvrira au fur et à mesure ce à quoi ça nous engage. Peut-être aussi quand on trouve que voilà, cette responsabilité très étendue va trop loin, nous demande trop, etc. Mais il y a aussi des situations dans lesquelles la responsabilité est propositionnelle. Bon, par exemple, le veilleur de nuit qui a pour responsabilité de surveiller des écrans, bah, il fait partie, enfin, sa responsabilité, c'est exactement celle énoncée par les propositions, qu'il regardera l'écran, qu'il réagira à certaines situations. Au fond, il s'est exactement déterminé enfin les limites de sa responsabilité. Bon, donc évidemment, une responsabilité propositionnelle quand on peut me dire que je suis responsable de telle action et pas simplement quand je suis responsable d'un objet du monde à la destruction duquel ou au souci duquel je devrais m'opposer. Bon, alors, on le sait, la responsabilité joue un rôle important dans le fondement de nos obligations. C'est un point que Scanlon souligne dans son analyse de ce que nous nous devons les uns aux autres. Mais le problème qu'on va rencontrer, c'est que en fait, Scanlon définit la responsabilité sans du tout faire appel au concept de valeur intrinsèque et que Brentano j'y reviendrai dans un texte qui a été édité. La date vous a peut-être étonné. Brentano 2009, ça paraissait un peu récent pour Brentano. Mais on y reviendra. C'est un texte qui a été édité par Roderick Chisholm. Fait l'hypothèse que, en fait, ce qu'on peut appeler la responsabilité qui est la nôtre dans une situation donnée découle et dépend directement de la valeur intrinsèque, bonne ou mauvaise, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors,
Très simplement, on va traiter de la même manière valeur bonne et tentative de prolonger, conserver, favoriser en fait cette situation, et valeur mauvaise, tentative de bloquer en fait cette situation, de s'opposer, d'empêcher que cette situation ne se continue. Et vous voyez qu'évidemment, il y a un troisième terme à propos de la valeur intrinsèque qui peut intervenir, qui est qu'on peut aussi trouver des situations qui ont une valeur intrinsèque indifférente, enfin, valeur égale zéro, quoi. Voilà, ni plus un pour la valeur bonne, ni moins un pour la valeur mauvaise, mais une valeur qui serait indifférente. Par exemple, il m'est indifférent, je ne sais pas, qu'il y ait un chat qui se promène dans la pièce. Voilà, ça n'appelle de ma part absolument aucune réaction. Et donc, ça ne déclenche aucune responsabilité de la part de l'agent. Donc, le problème, en fait, c'est celui du déclenchement de la responsabilité à l'égard du monde. Voilà. Est-ce qu'il y a une situation dans le monde qui déclenche une responsabilité? Bon, donc, je suivrai dans mon exposé le plan suivant. Je commencerai par comparer les deux modèles de la valeur intrinsèque versus extrinsèque, pour ensuite envisager la question, enfin, identifier ce qui est susceptible d'avoir de la valeur, et j'essaierai de vous convaincre de l'usage, la pertinence de l'usage du concept de valeur intrinsèque, puisque évidemment je suis pas neutre dans l'exposé, et je pense que c'est intéressant de faire réintervenir la valeur intrinsèque. Donc j'essaierai enfin, je voudrais discuter avec vous de l'intérêt qu'il y a à penser en termes de valeur intrinsèque. Voilà. Donc, je commence sur ces deux modèles antithétiques à propos de la situation. Modèle de la valeur extrinsèque. Donc, par exemple, tel qu'on le trouve chez Hobbes dans la critique du De Mundo, ou Hobbes dans l'analyse d'un concept que, enfin, certainement vous connaissez bien, qui est le mouvement du conatus. Donc, qui est un effort, en fait. Ce qui est intéressant dans l'idée de conatus, c'est que il y a vraiment enfin, un mouvement qui est vectoriel, en fait, hein, qui est orienté vers un objet. Alors, ça peut être un mouvement pro ou contra, parce que évidemment, il y a des objets qui vont attirer notre attention et attirer notre désir, par exemple la bouteille d'eau dès que je vais avoir soif. Et puis, il y a des objets qui sont des objets en fait répulsifs, et qui vont au contraire induire un mouvement voilà, enfin, par lequel on se détourne de cet objet. Bon, donc on retrouve bien les deux directions possibles qu'on a déjà identifiées, mais l'hypothèse de Hobbes, vous le savez certainement, c'est que le mouvement du conatus, c'est un désir qui porte soit à rechercher une chose, soit au contraire à la fuir, et à ce moment-là, désir négatif, il devient de l'aversion. Mais en fait, dans ce cas-là, la valeur est extrinsèque, parce que c'est le conatus, dans son rapport à la chose, qui donne au mouvement son orientation. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, j'y reviendrai plus loin, on a ici une détermination de la valeur qui est une détermination relationnelle. C'est ma relation à l'objet qui fait que j'ai un mouvement en direction d'eux, ou au contraire d'éloignement à l'égard de l'objet. Bon. Et donc, la proposition qui va être faite, alors on viendra aussi peut-être sur le pourquoi de la philosophie anglaise, et pourquoi c'est d'abord dans la philosophie anglaise que cette proposition a été faite. C'est donc une proposition qui apparaît chez Moore dans les Principia Ethica et dans Ethics, chez David Ross, chez Roderick Chisholm, et puis qu'on va retrouver enfin, dans une période plus contemporaine chez Zimmerman, et qui soutient que quand une situation permet à l'agent de favoriser une valeur, hein, il doit le faire. Voilà, donc par exemple, je me trouve dans n'importe quelle situation de communication, et la situation de communication dans laquelle je me trouve me donne l'occasion de favoriser une valeur d'honnêteté. Il peut y avoir quelque chose comme de l'honnêteté ou de la sincérité dans la communication, et à partir du moment où je l'ai identifié, en fait, c'est vers ça que je dois me porter. Bon, donc bien sûr, il y a un rapport au devoir et un rapport à l'identification du devoir chez l'agent, mais c'est moins ça qui m'intéressera
permettra que d'essayer de comprendre en fait le type d'articulation à la situation que demande l'identification d'une valeur intrinsèque. Voilà, donc on a ces deux modèles-là. Je laisserai de côté le modèle hobbesien, quoique ce soit très intéressant de voir comment l'un et l'autre se répondent et comment ceux qui défendent la valeur intrinsèque essaient de lui répondre. Mais ce que je voudrais analyser, c'est par exemple une proposition comme celle de Sidgwick. Donc, vous voyez, 1874, on est voilà, au moment de ce retour au concept de valeur intrinsèque. Sidgwick dit la chose suivante: accomplir une action bonne est une chose désirable en soi. Et le terme de valeur intrinsèque, vous voyez qu'il est porté dans l'énoncé de Sidgwick par le fait que c'est une chose désirable en soi. Euh, Peut-être puis-je ou non, moi, de mon côté, désirer cette action bonne ou trouver qu'elle me contrarie, qu'elle contrevient à mes plans, etc. Mais en soi, cette action bonne est une chose désirable. Bon, alors la question qui va se poser, évidemment, c'est quelles sont les choses qui sont capables d'être désirables en soi? Est-ce que ce qui est capable d'être désirable en soi, c'est uniquement des actions? Quels sont les porteurs possibles de valeurs intrinsèques? Mais au fond, on peut comprendre tous les problèmes qu'on va avoir à identifier ce qu'est la valeur intrinsèque comme étant une tentative pour répondre, enfin décortiquer finalement cet énoncé de Sidgwick. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée qu'il existe des choses qui soient désirables en elles-mêmes et donc sur lesquelles je devrais régler mon désir, quoi. Ça veut dire que si je désirais bien, je les désirerais. En fait, il y a une espèce de normativité en fait hein, de ce désirable en soi que peut-être je ne désire pas, mais que je devrais désirer même si je le désire pas. C'est-à-dire qu'au fond, on commence à avoir la possibilité de dire que il y a des émotions qui seraient des émotions qu'on devrait éprouver, qu'on devrait avoir, on devrait réagir d'une certaine manière à certains états du monde. Voilà. Alors, euh, pour Scanlon, qui est donc, enfin, qui fait une relecture de ce que nous devons en retravaillant à partir des termes kantiens, il y a une inquiétude fondamentale dont je ne peux pas faire l'économie, qui est que parler de valeur intrinsèque, c'est une façon de passer la patate chaude. Alors, de quelle patate chaude s'agit-il? C'est une bug passing account. Je pense qu'il y aurait toute une analyse à faire en fait de ce type d'arguments, qui sont des arguments qu'on trouve assez souvent en fait. Enfin, c'est une façon de démolir un argument, de dire que ça. Enfin, la traduction est un peu libre, hein, j'en conviens, mais je crois que euh, elle est attestée chez Christine Tapollet. Donc voilà, je suis pas, je m'avance pas trop en traduisant ça comme une façon de passer la patate chaude, mais voilà, c'est un type de contre-argument en philosophie qui consiste à dire le problème glisse là où il est pas. En fait, on envoie le problème là où il est pas. En fait, on le résout pas, on l'évite. Alors pourquoi est-ce que pour Scanlon c'est une façon de passer la patate chaude? Parce que selon lui, je prends la deuxième citation, par exemple, hein, page 95, je crois, de mémoire, donner de la valeur à quelque chose, c'est en fait considérer qu'on a des raisons d'avoir à son égard une attitude positive. Voilà. Donc en fait, pour Scanlon, le problème, c'est pas celui de la valeur intrinsèque de la situation, c'est les raisons que nous nous donnons de valoriser ou au contraire d'essayer de bloquer une situation. Et on commence à voir se séparer très clairement, en fait, et ça va être ça la grande objection à la valeur intrinsèque, c'est que, en fait, quand on parle de valeur intrinsèque, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a de très bonnes raisons de se comporter d'une manière ou d'une autre, soit de bloquer une situation, soit au contraire de la favoriser et que on n'attaque pas véritablement le problème selon Scanlon. Le problème, c'est quelles sont les raisons que nous avons d'agir comme nous le faisons. Et donc vraiment, c'est dans le sujet en fait hein, qu'on va trouver ces raisons. Si on veut forcer le trait de l'opposition, alors que les partisans de la valeur intrinsèque considèrent qu'il doit y avoir objectivement dans la situation quelque chose qui permet d'expliquer pourquoi on veut avoir tel comportement, on doit avoir tel comportement plutôt que tel autre. Voilà. Donc on garde l'objection de Scanlon à l'esprit, elle est évidemment intéressante et je ne veux pas vous faire enfin, c'est pas un discours de propagande en faveur de la valeur intrinsèque, donc je vous donne aussi les clés de critique évidemment de la valeur intrinsèque.
Bon, mais si on regarde comment fonctionne la valeur intrinsèque, voilà, donc je me tourne maintenant vers la littérature qui défend l'idée de valeur intrinsèque et je regarde comment elle fait fonctionner la valeur intrinsèque. Bon, d'abord, il faut identifier évidemment les porteurs de la valeur intrinsèque. Et Ross souligne que enfin, les porteurs de valeur intrinsèque, ce sont les faits. Bon, alors là, je reprends la terminologie des faits telle qu'elle est posée par Lemos. Enfin, elle est assez partagée en fait, hein, cette terminologie, mais je voulais la fixer au cas où vous en auriez pas été complètement familier. Donc, un état de choses, c'est ce qui peut se réaliser ou ne pas se réaliser. Un fait, c'est un état de choses qui s'actualise. Vaut mieux remplacer se réaliser par s'actualiser. C'est une coquille, pardon, dans le PowerPoint. Donc, un état de choses, c'est ce qui peut s'actualiser ou ne pas s'actualiser. Un fait, c'est un état de choses qui s'actualise. Bon, et donc, les porteurs de valeurs intrinsèques, c'est d'abord les états de choses. C'est-à-dire, alors il y a une discussion pour savoir si c'est l'état de choses ou les faits, mais c'est-à-dire qu'en fait, l'état de choses, c'est ce qui va pouvoir prétendre porter la valeur intrinsèque, c'est-à-dire par exemple, j'ai cédé ma place à une vieille dame dans le bus, c'est un état de choses qui, donc une configuration du monde en fait, qui a une valeur intrinsèque. J'ai malencontreusement écrasé le pied de quelqu'un, c'est un état de choses qui a une autre valeur intrinsèque. Bon, donc on a des candidats à porter la valeur intrinsèque, qui sont les états de choses, c'est-à-dire ces configurations à l'intérieur du monde. Et puis, on peut avoir aussi, je pense pas que ce soit deux hypothèses qui sont, enfin, c'est des hypothèses qui convergent parce qu'on les trouve de la même manière, enfin, on les trouve toutes les deux chez Ross. Mais on peut classer, organiser, en fait, trouver des grandes classes d'états de choses dont on peut considérer aussi qu'elles portent la valeur intrinsèque. Par exemple, le plaisir ou la vertu. Bon, voilà, le plaisir, ça a une valeur bonne qui est moins élevée pour Ross que la valeur intrinsèque qui est celle de la vertu. En fait, je reviens, vous voyez, on se retrouve tout de suite en accord avec Sidgwick et la phrase dont on est parti, hein, c'est-à-dire que pour Ross, ce qui définitivement a de la valeur intrinsèque, c'est la vertu, donc le comportement vertueux, toutes les situations dans lesquelles je vais favoriser un état de choses qui a enfin, qui est vertueux, ça a une valeur intrinsèque. Voilà. Alors, le problème, c'est de comprendre ce qu'on veut dire quand on dit que un fait est bon, une action est bonne, un état de choses est bon. Qu'est-ce qu'on dit exactement quand on dit que c'est bon? Et la proposition, c'est une proposition qui a été faite par Moore en 1903, qui propose de concevoir que on est bon comme on est jaune. Voilà. Bon, alors vous pouvez prendre rouge aussi. Il y a peut-être des moments dans mon PowerPoint où rouge va réapparaître parce que c'est la grande discussion. C'est est-ce qu'on est bon comme on est rouge ou est-ce qu'on est bon comme on est jaune? Mais en fait, la couleur, vous l'avez compris, il n'y a pas vraiment d'importance. La question, c'est de savoir si on porte le prédicat de bonté comme on porte un prédicat de couleur. Et donc, cette analogie a été proposée par Moore dans un passage, paragraphe 12 des Principia Ethica, bon, que je ne vais pas reprendre en détail, mais pour ceux qui le veulent, je pourrais bien sûr vous envoyer le PowerPoint. Mais donc, je reprendrai simplement le début de la phrase de Moore. Vous voyez qu'en fait, il est vrai que ce qui est jaune produit une certaine sorte de vibration dans la lumière, mais Moore accepte de souligner ce point-là parce que il se peut que les choses qui sont bonnes, je reviens au début de la situation, il se peut que les choses qui sont bonnes soient aussi autre chose, mais ce n'est pas ce qu'elles sont d'autre que bon qui permet de comprendre qu'elles sont bonnes. Voilà, c'est ça le point central de l'argument de Moore. On ne peut pas trouver, c'est-à-dire c'est la dimension inanalysable en fait du prédicat de bonté. On ne peut pas trouver dans les choses qui sont bonnes des prédicats qui permettraient d'expliquer que puisqu'elles portent tel et tel prédicat, c'est la raison pour laquelle ces choses-là sont effectivement des choses bonnes, parce que elles ont d'autres caractéristiques en fait. Bon, alors
Moi, je vais prendre une interprétation de Moore qui est très réaliste en termes de valeur intrinsèque. Il se trouve que le débat sur Moore est un peu plus compliqué que ce que je vais en faire et que Baldwin, dans son analyse de Moore, propose en fait une interprétation anti-réaliste de Moore que je vous signale au passage et dont je me servirai pas ici, mais qui évidemment est appuyé aussi au fait qu'on peut s'inquiéter de ce que Moore ait pris comme prédicat pour parler de la valeur, un prédicat qui est un prédicat de qualité seconde, si on repasse chez Locke, hein, le prédicat de couleur, qui est une qualité seconde, et dont Locke souligne que c'est un prédicat relationnel parce que c'est le prédicat que j'attribue à l'objet. C'est pas un prédicat que l'objet porterait. Je vous le signale au passage, parce que c'est un problème qu'on va retrouver dans la suite de l'exposé, en fait. Donc la différence entre qualité première et qualité seconde, vous le savez, c'est que les objets portent les qualités premières, même si personne n'est là pour les observer. Un objet carré reste carré, même si personne ne l'observe. Mais les prédicats, nous dit très explicitement, Locke, c'est l'exemple qu'il prend le plus souvent, les prédicats de couleur sont des qualités secondes. Bon. Et vous voyez que c'est un peu troublant que quand on essaie de dire on est bon comme on est jaune, et est-ce qu'on peut faire dire véritablement à cet énoncé que ça soit le réalisme de la valeur intrinsèque et le fait que la valeur intrinsèque existe objectivement? C'est la question que Baldwin pose dans cette analyse. Bon. Donc la question, c'est bien en fait celle du réalisme de la valeur intrinsèque. Mais le problème que je voudrais faire apparaître maintenant, c'est que, donc ça c'est une formule de Christine Tapolé dans l'ouvrage qu'elle consacre aux normes et aux valeurs en 2000. Donc, en général, on interprète ce passage de Moore comme signifiant qu'il y a un réalisme de la valeur intrinsèque inanalysable qui ne survient pas sur d'autres propriétés que les propriétés de valeur. Sauf que Gitch fait remarquer, très rapidement après, vous voyez, à peine 15 ans, enfin 14 ans après l'argument de Moore, Gitch fait remarquer un problème qui est un problème d'usage en fait du prédicat bon. On verra ce qu'on peut faire de ce problème-là, mais le problème de Gitch est extrêmement intéressant. Bon, il se demande donc si il reprend l'analyse de Moore, il se demande si on est bon comme on est jaune ou on est jaune comme on est bon. Et il veut montrer les limites de l'analogie qui est proposée par Moore. Alors, pour cela, Gitch va distinguer deux utilisations différentes on se concentre sur jaune pour commencer. Bon, je suis à mes limites dans le PowerPoint. Là, j'ai mis du jaune. J'étais vraiment au maximum de la fantaisie dans le PowerPoint. Je suis désolée, il n'y a pas une photo, il n'y a rien. Bon, mais il y a un peu de jaune dans mon PowerPoint. Voilà. Bon. Donc, il remarque que jaune, on peut l'utiliser dans deux types de structures, structure attributive et structure prédicative. Bon, donc, on peut dire un livre jaune et on peut dire le livre est jaune. Et quand on dit X est un livre jaune, de cet objet X duquel on dit que c'est un livre jaune, on dit deux énoncés qui ont du sens tous les deux et qui peuvent, vous voyez, en fait, être séparés. C'est ça l'opération que Gitch est en train de faire sur ce qu'on dit du livre quand on dit du livre qu'il est jaune. Parce que quand on dit X est un livre jaune, on dit de X à la fois qu'il est un livre, et c'est un énoncé qui a du sens, et on dit en même temps de X qu'il est un objet jaune, qu'il est jaune en fait, et c'est aussi un énoncé qui a du sens. Donc, on peut comprendre, enfin voilà, vous entendez en creux ce qu'on ne pourra pas dire et ce qu'on ne pourra pas comprendre, évidemment, dans l'objection de Gitch. On peut comprendre X est un livre jaune comme signifiant deux énoncés différents, X est un livre et X est jaune. Et donc, c'est cette analyse-là qui va permettre à Gitch de considérer que l'analogie de jaune et de bon qu'a proposé Moore ne fonctionne pas. Et on verra quelles sont les conséquences du fait qu'elle ne fonctionne pas. Bon, alors, deuxième partie de l'objection de Gitch. Donc, on revient, on passe de jaune à bon, et on regarde si on peut faire subir à bon le traitement qu'on a fait subir à jaune. Bon, quand on dit X est un bon livre, comme on disait tout à l'heure que X était un livre jaune, vous voyez, simplement on a substitué bon à jaune dans cet énoncé.
on dit bien que X est un livre, mais en fait, on ne dit pas, d'après Gitch, que X est bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que X est bon? Parce que on ne peut dire de X donc qui est un bon livre, hein, pensez à n'importe quel bon livre de philosophie ou de littérature que vous vouliez. Bon, qu'est-ce qu'on dit quand on dit que c'est un bon livre? On dit que c'est un livre et on dit que en tant que livre, il est bon. On ne dit pas qu'il est bon en lui-même. Ça voudrait absolument rien dire que de dire c'est bon. Alors, on peut le sous-entendre, évidemment, c'est des procédures qu'on peut avoir dans la langue vernaculaire, mais on ne peut pas dire que X est bon. On peut simplement dire qu'il est bon quoi livre, donc en tant que livre, au regard de son appartenance à la catégorie des livres, il est bon. Bien, donc, en fait, la conséquence que Gitch en tire, vous voyez, si je reviens à la proposition précédente, il y avait l'usage attributif et l'usage prédicatif de jaune. Eh bien, en fait, ce que Gitch veut faire apparaître, c'est que on ne peut utiliser bon que dans un usage attributif et pas dans un usage prédicatif. Et pour Gitch, ça a une conséquence qui est extrêmement importante, c'est que, en fait, il n'y a pas de chose qui soit bonne en elle-même. Bon, alors là, il y a un argument, c'est assez difficile de faire ce passage-là. L'argument, je pense, est un peu forcé chez Gitch. On peut le regarder d'un peu plus près. Parce que du fait que euh, quand je dis que X est un bon livre, je ne dis pas qu'il est bon, je dis qu'il est bon en tant que livre. Gitch en tire la conclusion que les choses ne sont pas bonnes en elles-mêmes, elles sont bonnes en tant qu'elles sont le genre de choses qu'elles sont, en fait. Voilà, donc il y a une catégorisation dans laquelle il faut savoir, qu'il faut savoir faire à propos de l'objet, et c'est à la condition de savoir faire cette catégorisation qu'on pourra dire que X est bon, mais c'est en tant qu'il appartient à la catégorie des livres. Alors, c'est un article qui est très important, l'article de Gitch, et qui a entraîné à sa suite toute une discussion très, très précise. Alors, en particulier avec une formulation, j'ai trouvé très éclairante de Audi en 1998, euh, toujours dans cette idée de catégorisation, en fait, hein, Audi souligne que dire qu'une chose est bonne, c'est être capable de répondre à la question un bon quoi. Bon, alors, ça peut être une bonne action, ça peut être un bon livre, ça peut être une bonne décision, ça veut dire, ça peut être un bon ami, mais je suis obligée de savoir qu'est-ce que c'est comme type de chose pour pouvoir dire que c'est un bon de ce type de choses. Alors, présenter ainsi, en fait, ce qu'il faut que nous évaluions, c'est dans quelle mesure cette analyse est effectivement un argument contre la valeur intrinsèque. C'est-à-dire être obligé de dire que X est un livre pour pouvoir dire qu'il est bon, être obligé de le faire entrer dans la catégorie des choses livres. Est-ce que véritablement, ça veut dire qu'il n'existe pas de valeur intrinsèque? C'est l'argument de Gitch contre Moore que Thomson, en 1963, va un peu atténuer, en fait. Bon, elle reconnaît la puissance de l'analyse de Gitch et considère en effet que c'est toujours d'une certaine manière, in a way, qu'on est bon. On peut pas être bon absolument parlant. Donc il y a bien une manière d'être bon. Et elle va proposer une distinction entre ce qu'elle considère comme des manières d'être bon de premier ordre et des manières d'être bon de second ordre. Bon, parce qu'effectivement, l'objection qu'on pourrait avoir quand on écoute l'argument de Gitch, c'est qu'après tout, on peut dire qu'un acte est bon. On a quand même l'impression que c'est un énoncé qui, pour nous, a du sens, et donc dans l'emploi prédicatif de bon et pas dans l'emploi attributif. Bon. Mais en fait, elle propose de considérer que quand on dit qu'un acte est bon, donc qui est un énoncé qu'elle veut pouvoir conserver comme désignant de la valeur intrinsèque, ça renvoie à un énoncé implicite
derrière cet énoncé, l'acte est bon, qui est un énoncé du type c'est un acte qui est bon à faire, ou c'est un acte qui est bon à vouloir, ou c'est un acte qui est bon à décider. C'est-à-dire qu'en fait, voyons, on retrouve une catégorisation. C'est ça qu'elle appelle le premier ordre, quand la catégorisation apparaît, mais on peut quand même dire qu'un acte est bon. Et donc, elle considère que la portée de l'argument de Gitch est quand même limitée par la remarque qu'elle vient de faire. On peut effectivement considérer que bon ne peut pas être utilisé dans des énoncés attributifs. Il faut toujours dire à quoi la chose est bonne, mais que ça ne permet pas pour autant de dire que il n'existe pas de valeur intrinsèque, par exemple de bonté intrinsèque. Enfin, étant donné que cette valeur peut être négative, c'est pas nécessairement de la bonté. Mais vous voyez, elle n'est pas convaincue par la puissance de l'argument de Gitch contre la valeur intrinsèque. Et en fait, Eklund, qui intervient dans le débat plus tard en 2012, propose de considérer que quand on dit bon ou mauvais, puisque c'est les prédicats qu'on est en train évidemment de considérer, en fait, on emploie euh, des termes qui servent à modifier les prédicats, predicate modifier. Donc voilà, ce livre est un bon livre, c'est-à-dire que dans la catégorie des livres, il est bon, et donc je modifie le type d'objet qu'il est, mais à l'intérieur du même prédicat. En fait, ça c'est la proposition d'Eklund. Alors, ce qui amène Thomson à proposer une modification de on est bon comme on est jaune. Elle propose de considérer, on est vraiment en pleine discussion avec un arrière-plan lockéen qui n'est pas complètement explicité, mais qui est évidemment présent ici. Elle propose de considérer qu'on est bon comme on a une certaine forme. C'est pas du tout le même type de situation. Parce qu'elle souligne en particulier que avoir une certaine forme, ce n'est pas être cette forme. Et donc, je peux pas dire que je suis une forme parce que j'ai une certaine forme. Et donc, je peux pas dire que je suis la bonté parce que j'ai une certaine bonté. Vous voyez, et c'est ce blocage-là qu'elle essaie de mettre en place pour à la fois prendre en compte les arguments de Gitch et néanmoins considérer qu'on peut dire que il y a de la valeur intrinsèque. Alors, cette valeur intrinsèque, donc si elle existe, elle fonctionne de la manière que je viens d'indiquer. En fait, elle nous amène à une comparaison bon, que je peux qu'indiquer dans le temps de l'exposé, mais sur laquelle on pourra revenir éventuellement. Une comparaison que Kevin Mulligan, dont je salue évidemment ici l'enseignement dans les murs de l'Université de Genève. Donc Kevin Mulligan a fait remarquer dans un article de 2004 que en fait, ce problème-là vient de Husserl et de ce qu'il est convenable ou pas de croire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une comparaison avec le régime de la croyance. Ce qu'on est en train de faire à propos de la valeur permet une comparaison à propos du régime de la croyance. Parce que, en fait, on peut comparer avoir de la valeur, donc une valeur morale en l'occurrence, on peut le comparer à porter une valeur de vérité et avoir une valeur de vérité. Pourquoi? Parce que quand on a de bonnes raisons de penser que un état de choses est vrai, enfin qu'une proposition, pardon, qu'une croyance à propos d'un état de choses est vrai, quand on a des bonnes raisons de penser qu'elle est vraie, eh bien, il est convenable de le croire. En fait, voilà, il y a une espèce de je dirais, de normalité du fonctionnement de l'esprit qui accepte la croyance qu'il a le plus de raisons d'accepter. Et de la même façon, en fait, quand on défend l'idée qu'il y a une valeur intrinsèque, ce qu'on est en train de dire, c'est que et s'il y a de la valeur intrinsèque dans une situation, on a de bonnes raisons de se comporter comme on est en train de le faire. La situation elle-même nous invite à nous comporter de la manière, d'une certaine manière.
Par exemple, une situation d'injustice ou je sais pas, de cruauté, ça doit appeler de ma part l'envie de bloquer cette situation et je devrais réagir en essayant de la bloquer. Et au contraire, si je vois une situation de bonté ou de joie se déployer dans le monde, je dois plutôt aller dans le sens d'un renforcement de cette situation et d'aider cette situation à perdurer le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'en fait, si on pense la valeur intrinsèque de la situation, vous voyez, de même qu'on peut être appelé à croire, à avoir un certain ensemble de croyances qu'il est raisonnable d'avoir à propos du monde, il peut y avoir un certain nombre de décisions qu'il est bon de prendre à propos des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc, c'est la relation que cette nuée d'auteurs qui défendent la valeur intrinsèque et donc en particulier Moore, Ross, Chisholm et Sidgwick, vont appeler une relation de requirement, c'est-à-dire d'exigence, hein, on pourrait traduire, je crois que la situation exige de notre part une certaine attitude, qui n'est pas nécessairement ce qu'il serait adapté de faire. Bon, alors je vous le signale, c'est pas le point central de mon exposé, mais je vous signale une expérience de pensée qui est proposée par Rabinovitch et Ronoff Rasmussen en 2004. Si un démon me proposait de m'épargner et d'épargner le monde à condition que je le préfère lui à tout autre être dans le monde, eh bien, il serait adéquat que je le préfère, mais on ne pourrait pas l'exiger de moi, en fait. Donc, il faut arriver à distinguer très finement ce qu'il est adapté de faire et ce qu'il est requis, ce qu'il est exigible de faire dans une situation. Parce que parfois, certains de nos comportements sont des comportements qui seraient adaptés, mais qu'on ne peut pas exiger. Bon, alors, si on fait l'hypothèse qu'il existe des propriétés évaluatives, donc bonnes ou mauvaises, qui soient des propriétés intrinsèques, on est en train de dessiner une famille de de positions morales. C'est la deuxième qu'on est en train de dessiner. Donc, je vais au dernier point, dernière pastille de la dia. On est en train de dessiner des positions morales selon lesquelles, en évitant le réductionnisme de la valeur à d'autres propriétés, puisqu'on a vu qu'on n'était pas bon parce qu'on portait d'autres propriétés pour Moore, il existe bien des propriétés qui ont une dimension évaluative. Et au fond, moi, je ferais la proposition que identifier ceux qui comptent en faveur d'une chose, c'est être capable de dire, en fait, qu'est-ce qui importe dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, et que cette relation qu'on peut avoir dans cette situation, il importe de privilégier tel aspect, de faire attention à tel aspect de la situation, eh bien, en fait, c'est là où on fait l'expérience de ce que la situation exige de nous. C'est-à-dire qu'il y a bien un appel qui vient enfin, il y a bien quelque chose dans le monde qui appelle un certain type de comportement que je peux décider de ne pas entendre, mais je sais que je fais taire quelque chose qui est une exigence, en fait, que j'aurais dû entendre dans cette situation. Et donc, vous voyez, c'est donc une conception complètement différente des positions morales qui sont celles de Parfit. Donc, j'ai pris la question de Parfit, hein, qu'est-ce qui importe, mais Parfit, en fait, il va défendre un autre type de position morale. Parfit, Scanlon ou John Skorupski, par exemple, vont défendre d'autres types de positions morales qui sont les positions morales dans lesquelles on doit identifier les raisons qui sont les nôtres d'agir. Alors, problème kantien, évidemment, parce qu'on ne sait pas trop où on met Kant, en fait, et enfin, si vous voulez, on y reviendra dans la discussion, mais le problème, c'est un peu de savoir où est-ce qu'on va placer Kant dans la discussion, parce que, bon, ça m'inquiète pas totalement que Kant rentre pas dans notre discussion, parce que en fait, ce type de distinction, on sait très bien que c'est des distinctions qui explosent dès qu'on essaie de les faire fonctionner, en fait. Donc, elles peuvent clarifier pour nous certains aspects de la situation, mais vous voyez que c'est très difficile de dire. Enfin, ils peuvent tous essayer de récupérer Kant, soit parce que chez Kant, le sujet se donne à lui-même des raisons d'agir, mais aussi parce que les raisons qu'il se donne d'agir, c'est des raisons qui repèrent la valeur qu'il faut, qui est la valeur absolument bonne que je repère par le test de l'universalisation chez Kant. Donc c'est assez compliqué en fait de savoir comment on fait rentrer Kant dans ce problème-là, mais c'est pas mon problème aujourd'hui.
Et je voudrais souligner une distinction qui est une distinction importante, qui est la distinction entre valeur intrinsèque et valeur finale. Il me reste quelques minutes, hein, je crois. Donc oui, merci. Donc pour préciser donc le concept de valeur intrinsèque, on va être amené à le distinguer du concept de valeur finale. Alors ça, c'est une proposition que Christine Korsgaard fait en 1983. Bon, vous connaissez certainement l'importance de l'interprétation de Kant qu'a produit Christine Korsgaard. Alors, qui considère que on trouve chez certains auteurs une distinction entre valeur intrinsèque et valeur finale. Bon, moi, je vous avoue, peut-être n'avez-vous pas fait cette erreur, mais moi, je vous avoue que quand j'ai commencé à travailler sur la valeur intrinsèque, ce que j'identifiais comme valeur intrinsèque, c'était la valeur qu'on cherchait, c'est-à-dire la valeur que nous nous donnions comme fin de protéger dans notre action, ou au contraire que nous donnions comme fin de contredire par notre action. Et donc, il y a une ambiguïté, effectivement, parce que si on revient à la phrase de Sidgwick, Sidgwick nous dit bien, qu'est-ce qui est bon en soi. Bon, est-ce que en soi, ça veut dire comme une fin? C'est-à-dire, est-ce que c'est ce qu'il faut chercher en dernière analyse? Bon. Et Korsgaard propose de faire la différence, troisième point de cette diapositive, entre rechercher un bien pour lui-même et le fait qu'il ait sa valeur intrinsèque, enfin qu'il ait sa valeur en lui-même. Pour lui-même et en lui-même, ça serait pas exactement la même chose. En fait, ce qu'elle veut souligner, je suis pas complètement convaincue par les arguments qu'elle va employer pour dire que il peut y avoir des biens qui, en fait, ont une valeur objective. Donc, ils ont une valeur en eux-mêmes, même si c'est pas pour eux-mêmes qu'on les recherche. C'est pour ça que ça l'intéresse, elle, de le dire. Mais moi, je trouve que son argument est intéressant parce que, en fait, ce qu'elle veut faire apparaître, c'est que très clairement, intrinsèque, ce que ça veut dire, c'est non relationnel. Voilà. Donc, en fait, que quand on parle de valeur intrinsèque, ce qu'on veut dire dans la tension conceptuelle entre valeur intrinsèque et valeur extrinsèque, ça veut dire en fait qu'on a affaire à une valeur qui n'est pas relationnelle. Et si on a affaire à une valeur qui n'est pas relationnelle, ça veut dire en fait que on peut faire passer à l'état de choses qu'on se représente. Alors prenons un état de choses très très simple, hein, très réduit, parce que ça sera plus facile pour réfléchir dessus. Prenons un état de choses dans un monde où il existe un seul agent isolé, tout seul, qui est en train de réfléchir et de contempler le monde qu'il a sous les yeux. Bon, donc il y a quelqu'un qui pense dans un monde, voilà, un monde possible avec une seule personne qui est en train de penser. Bon, et le fait qu'il y ait de la pensée dans le monde, même s'il est tout seul, alors si on se donne un sujet très abouti, complètement en possession de sa rationalité, tout seul dans un monde, c'est évidemment un peu surprenant, mais donnons-nous ce modèle-là pour l'occasion de l'exercice. En fait, qu'est-ce que ça donne de penser en termes de valeur intrinsèque? Eh bien, en fait, l'analyse de Korsgaard vise à faire apparaître une chose, c'est que il y a des situations qu'on peut valoriser, même si elles sont seules à exister dans le monde. Voilà. Et que quand on veut identifier, enfin, quand on identifie une situation dont on se dit, même s'il n'existe que ça au monde, c'est bien que ça existe. C'est là où on est en train d'identifier de la valeur intrinsèque. Bon, je sais pas, par exemple, penser à la joie qu'on peut faire à un ami, par exemple, en allant à sa rencontre. Eh bien, provoquer de la joie pour son ami en allant à sa rencontre, pas en allant le chercher alors qu'il s'y attendait pas. Bon, ça passe le test de l'isolement, le test que Moore et Ross, dans des propositions complémentaires un peu différentes, ont proposé d'identifier comme un test de l'isolement et qui permet de dire que un état de choses a une valeur intrinsèque si et seulement si nous jugeons que c'est une bonne chose que cette chose existe, même si elle est seule à exister dans le monde. Qui ouvre un tas de problèmes et contre lequel Lewis a des arguments assez brutaux. Enfin, Lewis n'est pas convaincu par ce type d'argument. Mais vous en trouvez une bonne formulation chez Kim en 1982. Une propriété est une propriété intrinsèque, pardon, est une propriété qui pourrait appartenir à une chose qui ne coexisterait avec aucune chose contingente.
Voilà, donc cette chose-là isolée dans le monde, si vous considérez par exemple que, alors typiquement c'est intéressant aussi, on passe très facilement à la discussion sur l'art en fait, hein, parce que c'est une question qu'on peut se poser à propos de l'art. Est-ce que une œuvre d'art qui existerait seule dans le monde, elle aurait encore ou pas sa valeur d'œuvre d'art? Et est-ce que ça serait une bonne chose qu'elle existe même seule dans le monde? Bon, je passe sur le problème de savoir si c'est ontologique ou si c'est intentionnel, mais c'est encore plus intéressant chez Chisholm, mais qui en fait un problème intentionnel. Et donc, ce que je voudrais souligner pour finir, c'est que ce qu'on gagne à mon avis, à réintroduire le concept de valeur intrinsèque, c'est d'abord qu'on arrive à articuler très finement l'action à la situation dans laquelle elle intervient. Parce que, en fait, le problème, me semble-t-il, c'est toujours de savoir pourquoi on passe de l'inaction à l'action. Au fond, on a ce grand problème-là à l'intérieur de la philosophie de l'action, qui est qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, je considère que le monde, alors moi je peux pas le dire autrement qu'en termes de valeur intrinsèque, qu'est-ce qui fait que le monde appelle de ma part une certaine réaction? Au fond, pourquoi est-ce que je découpe, pourquoi est-ce que j'identifie à l'intérieur du monde, vous voyez, ce que je vais identifier comme situation d'action. Après tout, je pourrais rester dans une très grande indifférence à la plupart de ce qui se déroule sous mes yeux. Et en fait, j'y arrive pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des situations qui se découpent dans le monde et qui font que si je vois, je sais pas, une personne plus faible que moi avoir besoin de s'asseoir, ou je sais pas, un événement, quelque chose qui tombe dans le monde et qui risque de blesser quelqu'un, ça appelle de moi une réaction que je peux me reprocher de ne pas avoir eue. Et donc, il me semble qu'en réintroduisant le concept de valeur intrinsèque, on arrive à comprendre. Alors, est-ce que c'est une backpassing theory? Mais je crois que je crois quand même qu'on s'en débarrasse pas si facilement. Vous voyez, parce que ce qu'on trouve, en fait, c'est l'idée qu'il y a effectivement dans le monde quelque chose qui sollicite notre agir, en fait. Et qui, pour moi, est ce qui va nous permettre de découper la situation à l'intérieur du monde. Alors, j'avais promis que je parlerais de la promesse, et puis voilà, je suis désolée de ne pas avoir complètement tenu le contrat, mais on peut en reparler si vous voulez dans la discussion. Parce que, en fait, ça nous permet de proposer deux interprétations différentes de ce que c'est qu'une promesse. Bon, dans des termes qui sont des termes très kantiens, même si je le cite pas ici, voyez, on peut considérer que lorsque je fais une promesse, j'ai l'obligation, c'est-à-dire en fait, à proprement parler, si même on regarde le sens de ce que veut dire sollen en allemand, j'ai fini de contracter l'obligation de tenir ma promesse. Ça, c'est une analyse de Pierre Osmo à propos de ce que signifie le sollen chez Kant. C'est finir de contracter l'obligation de. Et donc, quand j'ai fait une promesse, j'ai contracté l'obligation de tenir ma promesse. Alors, est-ce que ça veut dire que je me donne des raisons de la tenir? Et ça, à partir de là, on peut récupérer Kant dans une version de l'éthique qui est la version scanlonienne de l'éthique. Bien sûr, ce qu'on pourrait dire, c'est que je me suis donné des raisons de le faire, mais aussi on pourrait proposer, et c'est ce que vont proposer par exemple, enfin les tenants de la valeur intrinsèque, c'est-à-dire par exemple Ross dans l'analyse qu'il fait de la promesse, qui est une très longue analyse, très argumentée dans The Right and the Good. Et ce que Ross souligne, c'est que quand j'ai fait une promesse, j'ai créé une situation telle que accomplir ma responsabilité propositionnelle, celle que j'ai énoncée dans ma promesse, a de la valeur. Donc en fait, je reconnais dans ma situation que ce qui est susceptible de porter de la valeur, que je dois favoriser jusqu'à un certain point, hein, parce que chez Ross, je suis pas obligée de tenir mes promesses dans n'importe quelle situation. Mais en fait, j'ai créé de la valeur en passant une promesse, en énonçant une promesse. Et cette valeur que j'ai créée, eh bien, je dois la favoriser. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je dois essayer de tenir mes promesses autant que possible. Voilà, donc c'est la proposition que je voulais vous faire en termes de valeur intrinsèque. Je vous remercie de votre attention. Oui.
Alors, pour les voir, en fait, il faut que j'arrête le. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'arrête le partage, c'est ça? Je vais l'afficher. Je pense que je peux l'afficher, c'est ça. C'est tout. Voilà. Donc, si vous voulez poser des questions à distance, vous pouvez les saisir dans le chat et je les lirai. Je les lirai, je suis pas sûre d'y répondre par contre. Mais les lire, je devrais y arriver quand même. Oui. Alors, en fait, c'est vrai qu'au départ, non relationnel, enfin, vous avez tout à fait raison de souligner le lien avec le test de l'isolement, mais en fait, dans un premier temps, c'est pas comme ça qu'on a posé le concept de valeur intrinsèque. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce qu'on a considéré comme étant une valeur intrinsèque, c'est tout simplement l'idée que l'identification de la valeur est une identification qui est objective et non pas subjective. C'est pour ça que c'est vraiment une réponse aux arguments de Hobbes et de Spinoza à propos du conatus, c'est-à-dire je considère ce que je considère comme bon, c'est en fait ce que je trouve agréable, et c'est parce que je le trouve agréable que je le répute être bon. Oui, évidemment, on a la même discussion à l'intérieur du problème esthétique que je connais beaucoup moins bien que le problème éthique, donc je tiens pas nécessairement à aller du côté de l'esthétique, mais bien sûr, c'est la même structure entre agréable et beau, par exemple, chez Kant. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on a essayé de faire avec le concept de valeur intrinsèque, c'est de dire, contrairement à ce que disent Hobbes et Spinoza, enfin bon, pour les citer, c'est pas parce qu'une chose est agréable que je la trouve bonne. Elle peut être bonne sans que je la trouve agréable, mais elle n'a pas besoin de ma validation par l'agréable pour être bonne, en fait. Et dire d'une chose qu'elle est bonne, c'est poser à son propos une propriété qui est une propriété objective et que le sujet peut ou détecter ou ne pas détecter d'ailleurs. C'est-à-dire que la chose bonne peut m'être agréable ou désagréable. Ça, je crois qu'on le voit très clairement à propos du devoir, par exemple, chez Kant. Ça peut vouloir dire d'ailleurs que je devrais sans doute mieux régler mon appréciation quand je m'aperçois que des choses bonnes me sont désagréables. J'ai sans doute un problème d'appréciation. Donc, vous voyez, ça peut aller vers des énoncés qui sont des énoncés de type normatif, par exemple chez Brentano, quand Brentano accepte de dire que on devrait éprouver telle ou telle émotion, par exemple, on devrait avoir de la joie de son ami, ou on devrait avoir du chagrin dans telle ou telle situation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire quand on me dit tu devrais être contente, voilà, qu'est-ce que ça veut dire tu devrais être contente? Vous voyez, c'est une expression évidemment qui est un peu surprenante, mais qui est compréhensible chez Brentano par le fait que dans la mesure où il y a un certain type de valeur qui existe effectivement dans l'état de choses, je dois l'identifier et c'est à celui-là que je dois réagir. Donc en fait, si j'avais une réaction normale, je serais contente voilà. Donc dans un premier temps, c'est objectif subjectif. Et le fait que ce soit objectif subjectif amène à dire qu'il existe une valeur qui est propre à l'objet. Et si elle est propre à l'objet, elle n'est pas en relation avec le sujet qui perçoit cet objet. C'est pour ça qu'en fait, je me suis pas aperçue d'emblée, si vous voulez, en travaillant sur la valeur intrinsèque, que ce que ça voulait dire, c'était non relationnel. Mais c'est vraiment les arguments qui sont les arguments de Korsgaard qui font apparaître très clairement, en fait, que c'est non relationnel, ce que ça veut dire. Je vous remercie de votre question. Oui, Rasmussen, je la remets. Ouais. Oui. Alors, en fait, oui, c'est vrai que je suis allée un peu vite. Merci, merci. Je l'ai pas cassé, hein, Noémie, je pense. Bon. Bon, bref, enfin, c'est pas grave, on n'a pas besoin forcément de la. Ouais.
C'est vrai que vous en avez parlé plus à l'oral que... Oui, on va dire Ouais. ça, hein, et qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de la slide. Je suis d'accord. Bon, en fait, la difficulté qui est étudiée par Rasmussen, alors qui a écrit, enfin qui est l'auteur en fait d'un livre extrêmement riche et foisonnant sur, enfin d'un ouvrage collectif, mais il a dirigé un ouvrage collectif sur la question de la valeur intrinsèque. Et en fait, un des points possibles en débat, voilà, c'est de savoir en quel sens on peut dire que la valeur intrinsèque, elle est fondatrice d'un devoir, en fait. Parce que une fois qu'on a dit qu'elle est objective, on passe très facilement à des énoncés du type donc il faut que nous la protégions, il faut que nous allions dans son sens, il faut que nous la favorisions. C'est-à-dire que s'il y a de la valeur intrinsèque dans le monde, ça semble indiquer que de la part de l'agent, il faut avoir un certain exercice de l'agentivité qui guide en faveur de la protection de cette valeur bonne qu'on a trouvée dans le monde. Bon. Et l'expérience de pensée un peu étrange qui est proposée par Rasmussen ici, c'est de dire, bon, mais imaginons que un démon, alors, en fait, le démon, il intervient dans cette expérience de pensée comme incarnation du mal, c'est-à-dire ce que je peux pas valoriser. Voilà, ce que j'arrive pas à valoriser, puisque c'est l'incarnation du mal radical, quoi, voilà. Donc, je me trouve face à un démon qui me dit que il va préserver le monde si je le préfère à tous les êtres du monde. Bon, alors moi je peux essayer, moi qui enfin veut penser dans les termes de la valeur intrinsèque. Vous voyez, je me dis, bah ça serait quand même une bonne réaction. J'aimerais bien pouvoir réagir. C'est-à-dire le préférer lui, ça sauverait le monde, mais j'y arrive pas. Et ce que l'utilisation que Rasmussen fait de cet exemple, c'est de dire, en fait, il y a des actions qui seraient appropriées, mais appropriées, c'est pas ça que veut dire porteur de valeur intrinsèque. Parce que ce qui serait le plus approprié que je fasse, c'est qu'effectivement, je lui accorde ma préférence à lui, et comme ça, il n'y aurait plus de problème à l'intérieur du monde. Mais en fait, on comprendra très bien que je ne lui accorde pas ma préférence et que l'exigence qui est l'exigence de protection de la valeur intrinsèque bonne dans une situation ne nous permettent pas toujours, enfin, ne soit pas toujours, n'aille pas toujours dans le sens de la même action que celle qui serait l'action la plus appropriée à faire. Donc, ce qui serait approprié que je fasse, c'est que j'accorde ma préférence au démon, mais j'y arrive pas, et on peut absolument pas me reprocher de ne pas l'avoir fait. Voilà. Et d'où la distinction qui est proposée entre ce qui fit, quoi, ce qui est la propriété de fittingness, et ce qui a une valeur intrinsèque positive. Bon, du coup, cette expérience, elle va marcher si les mois, il était neutre, pas méchant. Si c'était pas un démon, ouais, ça aurait sans doute pas marché. Ouais. Ouais, sans doute. C'est pour ça que c'est un démon, effectivement. Si c'était pas un démon, on n'aurait pas le même problème. Mais c'est vraiment, enfin, ce que je trouve intéressant dans la littérature à propos de la valeur intrinsèque, c'est que je trouve que c'est un bel exercice de philosophie que vous m'avez donné l'occasion de faire. Donc, voilà, je vous en remercie. Et puis, j'espère que l'exercice vous a intéressé parce que moi, j'ai trouvé qu'en fait, ça amenait à distinguer ce qu'on superpose facilement à propos de la valeur intrinsèque. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'entendais valeur intrinsèque, je pensais que ce que ça voulait dire, c'était la façon dont il était bon de réagir, voilà, donc c'était approprié de réagir dans la situation. Ou bien, alors là, c'est une erreur qui est... ce qui est intéressant, c'est que en fait, quand Thomson épingle dans l'histoire de la philosophie ceux qui font pas l'erreur, donc en particulier Kant, vous voyez, ne faisant pas l'erreur de la confusion entre valeur finale et valeur intrinsèque. Bon, en reprenant les textes d'Aristote, j'en ai pas parlé parce que bon, voilà, c'était pas une conférence sur Aristote et je me demande si effectivement, par exemple, dans l'argument de la fonction au livre 2 de l'Éthique à Nicomaque, donc en 2.7, dans l'argument de la fonction, je me disais qu'il faudrait le relire en fait en se demandant si Aristote fait la confusion ou pas entre valeur intrinsèque et valeur finale.
Et bon, parce qu'évidemment, chez Aristote, on peut tenir des affirmations du type de ce que tient Sidgwick. Voilà, il y a bien quelque chose qui a une valeur en soi, qui est la vertu. Mais voyez, quand il articule les biens qui sont des biens instrumentaux, donc par exemple, je peux chercher le bonheur ou je peux chercher les honneurs parce que ça va participer de mon bonheur et que en fait, on cherche tous à être heureux. Il y a vraiment un adossement dans la réflexion aristotélicienne à la question en fait de euh, est-ce que le bien vaut en lui-même ou vaut pour autre chose que lui-même? Alors, moi, il me semble que ce qu'on pourrait dire, même si elle cite pas Aristote, c'est qu'Aristote accepte l'hypothèse qu'il y a des choses qui sont bonnes, qui sont des choses qui sont bonnes en elles-mêmes, comme les honneurs, sans être bonnes de manière finale. Donc, il me semble que voilà, on peut faire cette hypothèse-là chez Aristote, qui fait cette distinction, effectivement. Mais enfin, à vérifier, quoi. Voilà, je m'avance peut-être plus que je ne devrais. Moi, ça me fait penser au credo quand Socrate disait qu'il était préférable de mourir, mais que ce n'était pas approprié de se donner la mort pour philosopher. Oui, tout à fait, vous avez raison. Oui, oui, absolument. Quand Socrate envisage le suicide en considérant que bon, voilà, que le suicide du sage, c'est pas quelque chose qu'on peut exiger du sage, c'est pas toujours un bon comportement. On peut l'envisager, on peut se poser la question, mais il fait pas du suicide une ligne de conduite du sage. Oui, tout à fait, vous avez raison. Ça peut absolument entrer dans ce type d'analyse. Donc voilà, c'est-à-dire que le problème que j'ai eu en essayant de clarifier tous ces énoncés, c'était que finalement, bon, moi je crois pas qu'on puisse convaincre ceux qui ne pensent pas qu'il existe quelque chose comme la valeur intrinsèque, qu'il en existe, quoi. Voilà, je pense pas qu'on trouvera un argument qui permettra de dire, mais si j'ai la preuve irréfutable qu'il existe de la valeur intrinsèque. Mais j'ai quand même l'impression, donc c'est très, voilà, c'est un résultat en demi-teinte. J'ai quand même l'impression que ça permet de clarifier un certain nombre de problèmes, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un concept intéressant, même si, voilà, alors, il y a une question dans le chat. Il faut que je récupère le chat. Voilà. Alors, Théo, que je salue au passage. Donc, si j'ai bien compris, l'idée de valeur intrinsèque exige, afin de se comporter moralement, de pouvoir décrire la situation de manière suffisamment exhaustive pour savoir ce qui importe en elle. Donc, elle implique toujours un type de responsabilité qui est propositionnel. Cela ne nous conduit-il pas... Alors, jusque-là, oui, je suis tout à fait d'accord, effectivement, Théo. Merci de faire le lien avec le début de l'exposé, parce que c'était effectivement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que l'identification de la valeur intrinsèque, je ne sais pas si ça va jusqu'à l'élucidation exhaustive de la situation, parce que ça, sans doute, on l'aura jamais. Mais bon, faudrait que je lise la fin de la question, pardon, mais je commence. Enfin, déjà, c'est très stimulant, ça me donne envie de répondre. Sans doute, on n'aura jamais l'identification complète de la situation, parce que ça, c'est de l'ordre de ce que je passe évidemment à un autre modèle qui est le modèle leibnizien, mais seul Dieu peut connaître l'intégralité de la situation du monde dans lequel nous nous trouvons. Mais moi, ce que j'en connais avec mon savoir limité et mon esprit fini, c'est parfois suffisant pour appeler de moi un certain type de comportement. Donc exhaustif, peut-être pas. Par contre, responsabilité propositionnelle, ça, je suis d'accord avec vous, je fais le lien. Alors, cela ne nous conduit-il pas à une conception trop exigeante où il faudrait pouvoir décrire à chaque fois la situation de façon très dense? Ouais, c'est bien ça, effectivement, le point en discussion, pour savoir comment agir moralement vis-à-vis d'elle, pour le dire comme Gertz, tandis que la valeur extrinsèque donnerait peut-être davantage de contrôle au sujet. Alors, je suis très d'accord avec la fin aussi de votre intervention, Théo. La valeur extrinsèque, elle donne davantage de contrôle au sujet, c'est-à-dire qu'en fait, si on fait l'hypothèse que la valeur, elle est relationnelle, elle est extrinsèque, donc relationnelle au sujet, ça veut dire que c'est le sujet qui procède à l'attribution de la valeur, et c'est donc le sujet qui identifie des raisons dans le monde d'agir comme il le fait.
C'est-à-dire qu'on a un sujet, en fait, qui a l'initiative. Évidemment, ce qui est problématique, c'est que c'est vraiment un sujet kantien, le sujet qui a l'initiative. Donc, c'est pour ça que quand il est vraiment troublant dans cette analyse. Mais par contre, je crois pouvoir éviter le problème que vous avez identifié et que je vous remercie d'avoir si bien formulé, qui est non, je ne crois pas que ça oblige à une description pleine et entière de la situation dans laquelle je me trouve. Parce que je suis d'accord avec vous. Un des problèmes centraux en philosophie de l'action, c'est d'arriver à comprendre comment on identifie, comment on découpe et comment on décrit la situation dans laquelle on se trouve et à laquelle on réagit, en fait. Et moi, ce qui m'a toujours frappé dans l'examen de la morale kantienne, c'est que c'est un grand point aveugle de la morale kantienne, c'est-à-dire que Kant nous dit comment faire une fois que on s'est dit tiens c'est une situation de communication ou tiens c'est une situation de je sais pas de commerce par exemple et de négoce dans lequel je dois être honnête, mais il ne nous dit pas comment décrire la situation dans laquelle nous nous trouvons. Bon alors le problème c'est que quand on commence à décrire une situation, on tombe sur un problème qui est bien documenté par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. On tombe sur le problème qui est que quand on commence à décrire une situation, on se heurte à notre ignorance, aux limites de notre connaissance de la situation. Et donc, il peut toujours nous manquer la connaissance d'un des paramètres de la situation qui fait que si on l'avait su, on aurait réagi différemment. Bon, par exemple, si j'avais su que la lance était défectueuse, je reprends l'exemple de l'éthique à Nicomaque, hein, si j'avais su que la lance était défectueuse, je ne me serais pas entraînée avec elle et je n'aurais pas provoqué la blessure de l'ami avec lequel je m'entraînais. Bon, mais justement, moi, il me semble que la supposition d'une valeur intrinsèque, ça peut nous permettre de traiter ce problème de l'ignorance qui est, étant donné ce que j'ai repéré, ça a appelé de ma part une certaine réaction. Donc, par exemple, je crois qu'il y a un exemple qui pourrait assez bien fonctionner, qui est euh, imaginez que vous passez dans la rue et que de loin, vous croyez voir un groupe d'enfants en train de terroriser un petit chat. Bon, alors évidemment, faiblesse du petit animal, etc. J'ai non seulement des raisons de réagir comme je le fais, mais je crois que je peux identifier dans la cruauté des enfants. Oui, la sirène est à l'extérieur. Ok, ouais. D'accord, ça explique ceci explique cela. Et je me demandais s'il fallait absolument que je m'arrête et s'il fallait qu'on qu'on évacue. Et donc, vous voyez, je peux me trouver dans une situation où je crois identifier une valeur intrinsèque dans la situation telle qu'il faut que je la bloque. Bon, et puis je m'approche et je m'aperçois qu'en fait, les gamins sont en train de jouer ils sont en train de mettre en scène une scène de cruauté, mais c'est une peluche. Et en fait, ils sont en train de jouer avec des représentations morales, mais j'ai aucune raison de les empêcher d'agir. Bon, à ce moment-là, bah, j'abandonne, je m'aperçois qu'il n'y a pas la valeur intrinsèque que je croyais pouvoir identifier dans la situation. Mais il me semble que même si je peux faire des erreurs d'attribution de valeur intrinsèque, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous permet de comprendre, au fond, pourquoi il y a une dynamique d'action, même quand on sait absolument pas tout dans la situation. Et si je dois attendre de tout savoir sur la situation, bah, c'est vrai que j'attendrai, enfin, je réagirai jamais. Ça, vous avez tout à fait raison. J'ai toujours j'agis toujours, je dois toujours agir modulo mon ignorance. Mais il n'empêche que je peux faire des identifications dans un monde duquel je suis quand même globalement ignorant. À partir de ce que je vois et des éléments qui me viennent, j'arrive à identifier des valeurs qui, alors, me donnent la dynamique d'action. C'est-à-dire qu'en fait ça me permet de comprendre pourquoi le mouvement, c'est un mouvement qui pose problème à l'agentivité, hein, j'en conviens tout à fait, parce que le mouvement, il vient d'une sollicitation de l'action, en fait. Voilà, c'est ça qui m'intéressait de souligner avec ce concept, c'est que le mouvement qu'accomplit l'agent, c'est pas un mouvement qui est totalement initié par lui, c'est-à-dire qu'en fait, je renonce au sujet kantien en vous disant ça. C'est pas un mouvement que l'agent maîtrise complètement, mais c'est un mouvement qui est sollicité par la situation. Voilà, donc merci beaucoup, Théo, de cette proposition. Puis, Je crois qu'il y a
Est-ce qu'on, est-ce que, voilà. De la théorie du monde que, comme il avait une partie anti-réaliste, elle posait problème. Et je me posais la question de est-ce qu'on peut pas dire, on peut pas avoir une conception enfin, anti-réaliste, du coup, de dire que c'est un concept qui attribue à quelque chose, mais que dans cette définition du concept-là, il est détaché, enfin, il est détaché dans sa définition. D'accord. Ouais, c'est une proposition très intéressante. Enfin, je vous remercie de la faire. C'est extrêmement intéressant parce que le, le, le problème qu'on a, je partage complètement votre impression, c'est que le problème qu'on a, c'est qu'une fois qu'on a bien distingué les arguments des tenants des raisons et les arguments des tenants de la valeur intrinsèque, bon, quand même, le résultat de la valeur intrinsèque, c'est de nous donner des raisons d'agir, ce qui fait que on voit pas jusqu'à quel point l'opposition peut tenir, effectivement. Bon, sauf vraiment à considérer que notre construction de raison d'agir dans une situation, elle est complètement dépendante du sujet, mais on peut pas aller jusque-là parce que à ce moment-là, c'est plus des raisons d'agir, c'est simplement des impulsions irraisonnées. Si quand même c'est de l'ordre des raisons, il faut bien que ça nous rattache d'une certaine manière au monde et à ce qui se joue à l'intérieur du monde. Ce qui fait que je trouve qu'il y a un effet de clarification parce qu'on a l'impression qu'on a des familles de positions morales qui commencent à s'opposer. Mais vous avez raison, si on choisit de pas complètement dramatiser l'opposition, finalement, on se retrouve avec des gens qui vont insister sur le fait qu'il y a des justifications dans le monde, des raisons que je me suis donné d'agir et que ces justifications-là me viennent du monde, et d'autres qui vont dire si j'ai de bonnes raisons d'agir, c'est que dans le monde il y a quelque chose qui et donc effectivement on est en train de les rapprocher, quoi. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que l'effet de clarification, je me demande jusqu'à quel point il faut le dramatiser. Voilà. Mais c'est une excellente proposition. Je vous remercie. Si on part du principe que des objets ont une valeur intrinsèque avec une propriété objective qui ne dépend pas forcément de notre monde, qu'est-ce qui nous garantit finalement les critères le fait que l'identification de cette valeur elle est correcte? Parce que si on revient aux études d'anthropologie et qu'on voit parfois la diversité des réactions qu'on peut avoir face à des situations analogues ou identiques, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une identification d'une valeur intrinsèque. Il y a pléthore qui existent et qui sont même en contradiction les unes avec les autres. Donc, si c'est le fait d'identifier cette valeur qui fonde notre devoir ou qui nous pousse à réagir, qu'est-ce qui fait que nous réagissons de manière si différente? Ou, comment on pourrait prendre en compte cet état le fait qu'on n'aurait pas un si bon sens du devoir? Je suis d'accord avec vous, c'est un vrai, enfin, c'est un problème très robuste, quoi, de savoir, voilà, au regard de la relativité de nos positions morales, est-ce que c'est pas un très bon argument, très massif, en fait, mais très destructeur pour la valeur intrinsèque. Alors, le, c'est pour ça que je trouve que la proposition du test, enfin, c'est une question redoutable hein, que vous posez, Thibault. Je vais pas, évidemment, en 3 minutes, j'ai pas du tout pouvoir l'épuiser, mais je pense que c'est en ayant à l'esprit la question que vous posez que Moore et Ross ont proposé le test de l'isolement. Parce que, au fond, ce qu'il propose avec le test de l'isolement, c'est un test qui est non contextuel, quoi. Alors, vous pourriez objecter sans doute que le test de l'isolement, on va pas considérer peut-être que ce sont les mêmes objets qui vont le passer, en fait, et qu'on ne sera pas d'accord les uns et les autres pour voilà, faire passer dans notre univers de porteurs de valeurs intrinsèques les mêmes objets. Le, je crois qu'on pourrait quand même atténuer la portée de cette objection en disant que peut-être qu'on ne peut pas être sûr de nos attributions de valeur intrinsèque, mais que le problème de la valeur intrinsèque, c'est d'abord de savoir si on accepte de la poser, c'est-à-dire si on fait l'hypothèse qu'il en existe ou pas. Bon, moi, je trouve que c'est une hypothèse qui, conceptuellement, a un effet de clarification. Donc, du coup,
pour cette raison-là, c'est-à-dire au fond pour un argument qui est, je dirais un argument économique, comme on a des arguments économiques en ontologie, quoi. Voilà, je ne vais pas multiplier les êtres au-delà de la nécessité. Et je trouve que l'argument de la valeur intrinsèque, c'est un argument qui fait tomber un certain nombre de problèmes. Maintenant, je crois qu'on peut dire que on fait l'hypothèse qu'il existe de la valeur intrinsèque sans être sûr de nos attributions de valeur intrinsèque. C'est-à-dire, est-ce que le test de l'isolement est un bon test pour identifier la valeur intrinsèque? C'est une question qu'on peut débattre sans être complètement sûr des valeurs intrinsèques dont on considère qu'elles passent le test de l'isolement. Et ça, c'est adossé pour moi à une idée à laquelle je tiens beaucoup, qui est que la philosophie morale, en fait, n'est pas du tout là pour nous donner une morale. Et que donc, même si elle échoue à nous donner une morale, c'est pas son objet, en fait. Voilà. Je pense que les morales des individus sont, comment dire, sont intacts du débat philosophique et qu'on a le droit de tenir à ce à quoi on tient moralement sans avoir des arguments philosophiques très arc-boutés pour les donner et que la tâche du philosophe au fond elle n'est pas là mais je suis très influencée par l'argument en fait de Jonathan Law qui considère que la métaphysique est là pour donner en fait des modèles pour penser ce que nous faisons dans la science et vous voyez je suis pas loin de tenir le même type de thèse à propos de la philosophie morale, c'est-à-dire que je trouve qu'elle est là pour produire des modèles pour penser ce que nous faisons quand nous portons des jugements moraux, pas pour nous faire produire des jugements moraux. Mais enfin, c'est une question voilà, énorme. Hein, voilà, c'est une vague absolument gigantesque que pose votre question. Merci. Et merci d'avoir fait si belle présentation. Merci beaucoup. Merci de votre invitation et merci de cette discussion très intéressante. Je vous remercie beaucoup. Voilà, et donc je salue les auditeurs en ligne et on va quitter et Théo. Au revoir Théo. Au revoir, merci beaucoup.